Bonjour à tous et bienvenue dans Heureux comme un maire, le podcast qui donne la parole à des élus locaux fiers et épanouis dans leur engagement. Aujourd'hui, on a la chance et le plaisir de recevoir Florence Bergès. Tu es maire de la commune d'Amou, dans les Landes. Peux-tu nous parler de ta commune, de ton territoire ? Alors, je suis maire du village de Amou, dans les Landes, plus particulièrement en Chalosse, ou plus précisément en Chalosse. C'est un village de 1586 habitants et nous dépendons d'une communauté de communes de 8000 habitants. Je crois que tu es maire depuis 2018. Avant, tu as été adjointe au maire, conseiller municipal. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de la façon dont tu es arrivée à la tête de ta collectivité ? Alors, j'ai été élue en 2008 sur la liste de Jean-Jacques Darmailhac, qui était maire depuis 35 ans. En 2014, quand je me suis représentée avec lui, j'ai été élue première adjointe. Et quand M. Darmailhac a décidé de quitter la mairie, j'ai été élue au sein de mon conseil municipal en 2018. Et réélue en 2020. Réélue en 2020. Comment est-ce que tu as vécu ce changement et cette évolution dans tes postes au sein de la collectivité, de conseillère municipale à adjointe au maire et maintenant à maire ? Alors, quand j'étais conseillère municipale, je me suis énormément investie parce que tout de suite, j'ai beaucoup aimé m'occuper de mon village. C'est pour ça qu'en 2014, on m'a proposé d'être première adjointe. Et là, en fin de compte, j'ai subi ou j'ai été formée par Monsieur Darmailhac pendant 4 ans, qui m'a formée à la fonction de maire, qui m'a présentée, qui m'a montré comment travailler. Bon, il faut savoir aussi que je fais partie de la fonction publique territoriale, donc tout le fonctionnement du territoire, je le connaissais. Et voilà, et quand en 2018, il est parti, j'ai pas eu trop de mal, j'avais déjà l'équipe en place. J'étais avec les agents municipaux, les secrétaires de mairie, DGS, tout se passait très bien. En fin de compte, il y a eu un relais qui s'est passé en douceur. Et ça fait quoi de se retrouver à la tête de la collectivité ? Au début, moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour je serais maire de mon village. Donc au début, on se pose des questions, mais je suis là, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je vais y arriver ? Puis en fin de compte, c'est un enchaînement de plein de situations. On est très bien entouré, on a un réseau, il faut faire en sorte que l'équipe municipale suive, les agents aussi, les DGS, secrétaires de mairie. Faut vraiment montrer qu'on est une équipe et ça avance à petit peloton, tranquillement. Tu parlais de l'équipe. Comment est-ce qu'on constitue une équipe municipale, une équipe de colistiers, et comment est-ce qu'on l'anime en tant que chef de l'équipe politique ? Alors, mon équipe municipale, je ne l'ai pas choisie en fonction des étiquettes politiques. Je l'ai choisie en fonction de ce que le conseiller municipal pouvait apporter à la commune. Donc, c'était dans le monde associatif. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont habituées à s'occuper des autres, de la collectivité, et puis après, des personnes qui peut-être étaient un peu plus en retrait, mais que je les connaissais bien et je connaissais leur faculté de fédérer. Il faut déléguer, il faut donner des responsabilités aux adjoints, mais aussi donner des dossiers à des conseillers municipaux pour qu'ils se sentent investis et puis pour les valoriser tout simplement. Et les fonctionnaires, comment est-ce qu'on les manage ? Alors, tu es toi-même issu de la fonction publique territoriale, mais c'est un mode de fonctionnement qui est un peu particulier. Comment ça se passe ? Alors, les fonctionnaires, il faut faire en sorte qu'ils adhèrent complètement à notre politique. Il faut qu'ils soient au courant de nos intentions, de nos projets, et il faut les faire rentrer dans nos projets, que ce soit les agents techniques, les agents des espaces verts, les secrétaires de mairie, le DGS. Il faut que le DGS ait complètement connaissance de notre façon de penser, et que, puisque c'est lui qui, en fin de compte, nous remplace beaucoup dans la journée quand on est au travail ou quand on est sur notre lieu professionnel, qui sache répondre à notre place. Il faut vraiment qu'il s'imprègne de notre façon de penser, de notre politique et de nos ambitions pour le village. Des ambitions pour un village, un projet pour une commune. Comment est-ce que tout ça se bâtit ? Alors nous, sur la commune d'Amou, on a fait un plan de référence. C'est un diagnostic avec des fiches actions. Donc ça a été fait dans le mandat précédent. Et donc la première fiche action de notre plan de référence, c'est donc les espaces publics et en particulier la place de la mairie qui actuellement n'est qu'un rond-point
qui est la place de la voiture, mais pas de la personne et du piéton. Et votre ambition, c'est de remettre la personne et le piéton au cœur de la ville ? Voilà, la personne et le piéton au cœur de la ville, faire des cheminements piétons, désartificialiser les sols, remettre en eau la fontaine, faire les îlots de fraîcheur. Avec le réchauffement climatique, il faut tenir compte de tous ces aspects-là, les lois environnementales qui nous dictent beaucoup de conduite à tenir. Et voilà, donc on a passé toutes les différentes études avec les bâtiments de France, avec les archéologues, avec je vous ai dit déjà les lois environnementales. Et donc voilà, notre projet est accompli là et on va débuter les travaux au mois d'avril, ce mois-ci. On entend souvent les maires se plaindre de la lourdeur administrative. Et tu viens de l'évoquer, il y a tout un tas d'étapes à franchir avant de pouvoir lancer un projet. Est-ce que parfois, c'est pas un peu décourageant ? Si, il faut être pugnace. C'est vrai qu'il y a une lourdeur administrative. Les dossiers ne sortent pas tout de suite. Ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a beaucoup d'études à faire en avant. Mais c'est très, très enrichissant parce que on aborde plein de domaines différents. On ne se rend pas compte que juste refaire une place, avant, il faut s'occuper des réseaux d'assainissement, il faut s'occuper de récupération des eaux pluviales, il faut s'occuper des imperméabilisations des sols, il faut s'occuper des problèmes archéologiques quand on est dans un espace à côté d'une église, il faut quand on est dans des lieux classés, les bâtiments de France. Et là, on travaille avec beaucoup de techniciens, beaucoup de personnes qui, tous les jours, nous apprennent plein de choses. Tu parles de ce que les techniciens t'ont appris sur des projets. Toi, quels sont les grands enseignements que tu as retirés pour ta vie personnelle du mandat de maire ? Alors, avant d'être élue et avant d'être maire, j'ai toujours fait partie du milieu associatif. Et j'ai élevé mes enfants dans ce sens-là. Mon mari aussi, s'est toujours beaucoup occupé du village, que ce soit pour m'occuper de l'école. J'étais présidente d'abord trésorière, ensuite présidente des parents d'élèves, présidente du comité des fêtes. C'est ma fille qui a récupéré la présidence. Mon mari est président de la chasse. On est très investis dans notre village. Donc, sur ma vie familiale, maintenant, mes enfants sont grands. Et après, l'investissement à l'extérieur, on a toujours été habitués comme ça. Donc, mes absences, c'est « Maman, t'es là ce soir ?» Oui, non. Alors on reporte ça à demain. C'est une habitude à la maison. Donc, tu l'as dit, c'est une continuité dans ton engagement et puis un engagement familial tourné vers les autres. Pour autant, ça ne doit pas être facile tous les jours de gérer vie professionnelle, vie de mère et vie de maman. Oui, vie de maman et de grand-mère maintenant. De grand-mère. Non, c'est pas toujours facile. J'ai besoin de temps de repos. Mais c'est vrai que je travaille à l'extérieur. Je suis donc fonctionnaire territorial dans le département à côté. Je travaille à Orthez dans un service social. Mais j'ai la très grande chance de faire partie d'une grosse collectivité qui me laisse beaucoup de disponibilité pour mon mandat de maire. J'ai plusieurs demi-journées par semaine avec un maintien de salaire, ce qui est important, parce que quand on a des enfants qui font des études, on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Qui me permet de demi-journée pour mes réunions, parce qu'en général, quand ce sont des réunions sur des projets, on travaille avec des salariés, des fonctionnaires qui, eux, sont pendant les heures de travail. Ils ne vont pas venir le soir. Et après, le soir, nous avons nos réunions d'élus à la communauté de communes, parce que je suis aussi vice-présidente de la communauté de communes en charge du développement du territoire, avec beaucoup de projets, puisqu'on est en plein document d'urbanisme, en PLUI, avec les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de réunions. Le week-end, en général, je suis prise par les associations, mais j'arrive quand même à avoir une bonne demi-journée de temps rien que pour moi, où vraiment je bouquine, je m'occupe de ma maison et voilà. Tu l'as dit, beaucoup de réunions le soir, parfois le week-end. Est-ce que malgré tout ça, tu es une mère heureuse ? Oui, je suis passionnée. Je suis heureuse parce que je suis passionnée par ce que je fais. J'espère qu'en 2026, on me laissera de nouveau recommencer parce que j'apprends tellement de choses. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Je suis au contact tous les jours de personnes tellement intéressantes qui ont tellement de choses à nous apporter que je ne sais pas ce que je ferais si je n'étais pas élue en 2026, me semble-t-il. Donc là, je vais commencer à préparer ma prochaine
liste et travailler autour de moi pour un programme et continuer les actions de notre plan de référence. Tu parlais de ton plan de référence. Quelles sont les réalisations municipales dont tu es le plus fier aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, ou la Covid, depuis 2020, tout a été un peu... On a perdu 2 ans. Donc là, pendant 2 ans, tout a été en stand-by. Et depuis la fin du Covid, on a surtout été sur des études et des autorisations, des levées de contraintes. Et c'est maintenant, le 22 avril, j'ai mes travaux qui commencent. Donc la place, mon cheminement piéton pour désengorger la rue principale. Et j'ai un ancien hall des sports qui est le bâtiment le plus utilisé par les associations qu'on doit rénover. Donc là, c'est maintenant. Là, on a préparé notre budget et tout est prêt pour tout commencer. Donc je vous dirai ça l'année prochaine ou en 2026. Maintenant que tu as quelques années de mandat derrière toi, est-ce qu'à l'aube de cette expérience nouvelle, tu referais des choix politiques ou des choix de gestion dans ta commune différemment? Je crois que j'hésiterai moins. Quand on décide quelque chose en conseil municipal, qu'on a tout fait, qu'on a averti la population, qu'on a fait les réunions publiques, qu'on a fait venir des spécialistes et tout, il y a les décisions, il faut les prendre à un moment. Quand on laisse traîner les choses, on devient de moins en moins crédible. Un maire crédible, c'est un maire efficace sur le terrain et dans l'action? Oui, tout à fait. Qui doit prendre des décisions qui parfois font mal, mais qui sont pour le bien de tous. Et toi, quand tu dois prendre une décision qui est parfois difficile, est-ce que tu regrettes ton statut d'élu ou tu es fier de prendre ces décisions? Mais sur le moment, on regrette un peu que ce soit à nous d'annoncer les choses ou de faire les choses. Mais après, on est fier de l'avoir fait. On est content d'avoir eu le cran de le faire. Je pense essentiellement au projet de la place de la mairie, où il a fallu abattre un arbre d'une 60aine d'années, un cèdre. Et j'ai eu une avalanche sur les réseaux sociaux d'insultes. J'ai eu des manifestations de personnes qui n'habitaient pas le village, très politisées, qui venaient tous les dimanches sous l'arbre faire des concerts. Alors j'avais des problèmes à ce moment-là, comme c'était à côté de l'église, j'avais le problème avec les paroissiens qui n'entendaient pas le prêtre. Après, ils allaient dans le marché avec des gros gongs comme un appel aux morts. Voilà, il y a eu un an assez difficile. Et à partir du moment où j'ai pris la décision d'abattre cet arbre, que je ne pouvais pas garder parce que l'ONF nous disait qu'on ne pouvait pas toucher aux racines, donc faire des travaux à moins de 15 mètres autour. Il me bouchait les canalisations d'eau potable. Bon, il y avait la fontaine qui date de 1800 n'était plus en fonctionnement parce qu'elle était complètement prise dans les racines. Et surtout, il n'aurait pas supporté donc, les travaux. Donc, il a fallu l'abattre. Et à partir du moment où j'ai décidé de l'abattre, j'ai eu tout ce déchaînement qui s'est calmé. La décision était prise et est terminée. Plus de manifestations, plus de réseaux sociaux. Tout s'est bien terminé. Et voilà, on va pouvoir commencer nos travaux. Tu fais attention à l'imperméabilisation des sols, à la désimperméabilisation des sols, à l'écologie, au développement durable. Comment est-ce que tu as vécu ça? C'est un peu une injustice. C'est une injustice, surtout que la plupart des manifestants n'étaient pas du village. Et qu'en plus de ça, on va faire une place hyper écolo dans le sens où ce seront des sols qui absorberont l'eau. On remet la fontaine en eau, donc on replante 8 tilleuls, ce qui était à l'origine de la place. Et ce sera une place réservée aux piétons, donc avec bien entendu le long de la place une rue, on laisse une voie quand même, mais ce sera donc plus de pollution, très vertueux, un projet très vertueux. Tu parlais de la relation avec tes administrés, on entend beaucoup de maires se plaindre parfois de relations difficiles avec les concitoyens, avec les administrés. Quelle est toi ta relation avec les habitants de ta commune? Bah, ça se passe très bien en général. Après, il y a l'intérêt général, il n'est pas toujours bien accepté par les particuliers, l'intérêt de certains particuliers. Et donc, quand il y a des choses qu'on est obligé de refuser,
quand on ne fait pas de clientélisme, quand on ne met pas en avant les privilèges, parfois ça ne se passe pas toujours très bien. Mais bon, il faut toujours avancer avec l'idée que c'est pour la collectivité, pour l'intérêt général. Tu parlais d'intérêt général, de refus de clientélisme, de refus de la politique politicienne. Est-ce qu'au fond, être maire, c'est pas un peu l'antithèse de la politique nationale ? Après, moi, personnellement, je pense que c'est pas bon du tout de faire de la politique quand on est maire d'un village de 1500 habitants ou 1600 habitants. On ne doit pas regarder l'étiquette des gens, on ne doit pas regarder l'étiquette de nos conseillers municipaux, on doit avancer pour le village, pour notre village, pour que les habitants soient bien dans leur village, pour être heureux dans le village. Et puis après, que le voisin vote droite-gauche, on s'en fiche. Voilà. En gros, c'est ça. En 2026 auront lieu les prochaines élections. Alors, tu viens de nous l'annoncer en exclusivité, tu seras candidate à ta réélection. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller à tous ces milliers de Français qui hésitent à s'engager ou pas aux prochaines élections? Tu leur dirais quoi? Je leur dirais justement de construire une liste, d'élaborer une liste sans tenir compte des étiquettes politiques. Moi, dans mon conseil municipal, il y a des gens, je ne sais pas du tout pourquoi ils votent. D'autres, je sais qu'ils votent à gauche, d'autres, je sais qu'ils votent à droite, mais ça ne m'intéresse pas à partir du moment où je ne fais pas de politique. Je pense qu'il faut vraiment se tenir au courant de toutes les lois actuelles environnementales, la loi climat résilience et tout ça, qui sont les fondamentaux maintenant pour nos projets. On est obligé de connaître tout ça, donc ne pas arriver et débarquer. Donc Politica est là pour nous aider. Et puis voilà, non. Et puis il faut aimer son village. Il faut aimer sa ville ou son village et le faire évoluer, sans non plus avoir la folie des grandeurs, bien entendu. Tu parlais des contraintes administratives, des dernières lois environnementales. Ça peut aussi faire peur à quelqu'un qui hésite de s'engager. Est-ce qu'il a raison d'avoir peur? Est-ce qu'il faut hésiter? Non, il ne faut pas hésiter. Il faut s'en imprégner parce qu'elles sont logiques. Il y a des bêtises qui ont été faites. On est allé dans un extrême. Maintenant, on est peut-être un peu trop dans l'autre extrême. Mais quand par exemple, tout simplement la gestion des eaux, la gestion de l'eau, trop d'urbanisation, après on se retrouve avec des inondations. Tout est logique en fin de compte. On ne s'en rend pas compte vu de l'extérieur. Moi, par exemple, je me serais jamais... il y a quelques années, j'aurais pas cru que je serais passionnée par la station d'épuration tout bêtement. Il y a plein de sujets pratico-pratiques qui sont logiques, mais et qui sont régis par des lois et qui en général sont logiques. Est-ce que tu pourrais te donner un conseil de campagne à des gens que tu viendrais de convaincre de s'engager aux élections municipales 2026? Quels seraient les 2-3 conseils pratico-pratiques pour faire une campagne dans une commune semblable à la tienne de 1000-1500 habitants? Il faut avoir une attitude exemplaire ou tendre vers l'exemplarité. Il ne faut pas s'accorder des privilèges. Il ne faut pas... voilà, il faut être un administré comme un autre qui est là pour gérer sa commune. Voilà. Je pense aussi qu'il faut s'entourer d'un réseau d'interlocuteurs, de ne pas non plus les prendre de haut, c'est-à-dire que ce sont des personnes, je pense à toutes les structures qui satellisent autour d'une commune. On a toujours besoin de conseils et donc pour tel ou tel problème ou sujet, avoir la personne à qui s'adresser pour avoir un bon conseil. Voilà, je pense que c'est ça, c'est être humble, s'entourer des bonnes personnes et ne pas s'accorder, être exemplaire dans l'attitude, tendre vers une exemplarité. Merci Florence pour ce témoignage inspirant d'une mère exemplaire et engagée pour son village. C'est l'usage dans ce podcast, on donne les derniers mots à l'invité. Quel est ton ultime message? Mon ultime message, c'est préparer ces élections 2026, s'informer, s'adresser aux bonnes personnes, donc s'adresser à Politicae. Merci Florence.